monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous appuyer. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Continuez si vous ne l'êtes pas encore. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut grandir cette chaîne-là. On veut créer la plus grande communauté qu'on peut pour pouvoir échanger et évidemment, c'est ça, juste échanger, puis communiquer avec vous. On parle évidemment de politique, donc ça chauffe toujours ces sujets-là. Donc, sentez-vous à l'aise de nous envoyer des commentaires. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple Podcast, on est sur Amazon. Et on a aussi un magasin, si ça vous tente, allez-y sur notre chaîne YouTube. On a un petit magasin, on a des tasses que vous pouvez commander. On a des verres de très bonne qualité avec une paille en stainless. Là, la température commence à refroidir. Donc, on a des polos, on a des crew neck, on a des affaires là, que vous pouvez porter pour rester au chaud. Donc, c'est ça. Si ça vous tente, allez-y, aidez-nous. Puis, c'est vraiment des bons prix avec de l'excellente qualité. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. Tu l'as dit, c'est enfin l'automne. C'est notre premier épisode d'automne d'ailleurs. Ouais. Ça se refroidit un petit peu, mais c'est toujours aussi chaud dans l'actualité politique. Ça change pas. Puis ce que j'aime, c'est que tu sais, quand on fait des épisodes, ça nous est arrivé auparavant de passer à une autre semaine, puis c'est un contexte complètement nouveau. Si on parle d'affaires complètement qu'on n'avait pas mentionné la semaine d'avant. Moi, j'ai l'impression que depuis que les sessions parlementaires ont commencé il y a quelques semaines, ça n'arrête pas. Ça continue d'une semaine à l'autre. C'est les mêmes choses qui reviennent. Tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, on semble ne pas pouvoir effacer les nouvelles et poursuivre vers une autre affaire. Là, puis on le disait souvent quand on était en politique, une mauvaise nouvelle, tu veux que ça disparaisse tout de suite. Donc, tu sautes tout de suite sur quelque chose d'autre. N'importe quoi. Là, trouve d'autres choses, là, puis espère que ça va coller dans les médias. Mais ils ont de la misère. Tant M. Legault que Justin Trudeau au fédéral, il y a plein d'affaires qui bougent. C'est ridicule. Il y a une règle d'or en politique. Je me souviens à l'époque où j'étais porte-parole, attaché de presse. Là, on disait souvent, tu sais, une crise, si tu la règles pas en 3 heures, elle va durer 3 jours. Si tu la règles pas en 3 jours, elle va durer 3 semaines. Puis si tu la règles pas en 3 semaines, elle va durer 3 mois. Puis si tu la règles pas en 3 mois... Quitte ta job. Si elle règle pas en 3 mois, c'est que généralement, ça va te coller pendant tout le mandat, là, tu sais. Écoute, non, mais effectivement, c'est le cas, mais tu sais, en même temps, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont importants pour la population, pour nous comme société, etc. Et tu sais, les choses se bousculent. Puis, tu sais, on est une fédération, donc c'est sûr que, tu sais, le fédéral s'occupe de certaines affaires, le provincial s'occupe d'autres types d'affaires. Mais tu sais, c'est pas 2 pays séparés. Donc, il y a des choses qui sont connectées les unes aux autres. Alors, le fait qu'on soit dans un contexte où on a un gouvernement minoritaire à Ottawa qui est dans sa dernière année de vie parce que la législature finit l'an prochain, mais avec un NPD qui retire sa confiance, pas qui retire sa confiance, mais en tout cas qui rejette l'entente, en tout cas qui déchire l'entente qu'il avait avec le gouvernement. Donc le gouvernement est plus à risque de tomber, avec un parti conservateur qui trône en haut des sondages et qui a envie d'aller en élection et qui va déposer des motions de non-confiance à chaque fois qu'il en aura l'occasion, avec un bloc québécois qui, lui, serait prêt à aller en élection, mais attends, il y a quelques calculs quand même à faire pour leur gain. Bien sûr, ça a un impact aussi sur comment les choses sont bousculées au niveau provincial. Juste pour faire un peu le contexte, la semaine passée, on disait justement, on parlait de cette entente-là que le NPD a déchirée et que là, le tour, c'est au Bloc québécois. Puis c'est moi qui l'a dit que je trouvais ça étrange et un peu précipité que Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, sorte pour appuyer le gouvernement sans avant mettre ses attentes publiques. Avant de les déterminer. Exactement. Donc, on trouvait ça vraiment étrange. Tu sais, on était comme, mais comment tu rentres dans cette
c'est pas c'est pas une coalition ou quoi que ce soit, là, mais on s'entend qu'il veut que le gouvernement reste là. Il y a, comme tu dis, des affaires à régler. Mais sans qu'on sache qu'est-ce que tu vas aller demander au gouvernement, on a trouvé ça étrange. Eh bien, cette semaine, Yves-François Blanchet, il est sorti, puis dans le fond, il a dit, voici ce qu'on veut. Puis, non seulement est-ce qu'on le veut, on le veut avant le 29 octobre, sinon, on va voter contre vous, puis on va faire tomber le gouvernement. Oui, le 29 octobre, c'est-à-dire dans un mois, presque jour pour jour. Je vais te dire, George, moi je trouve que c'est très habile. Très habile politiquement. Il est très bon. On va se le dire, Yves-François Blanchet, ben oui, je suis fédéraliste, puis je trouve que Yves-François Blanchet, dans son rôle de politicien, je suis pas d'accord avec lui sur bien des affaires. Et puis plus souvent qu'autrement. On l'a dit tellement de fois, même quand il était au Québec, moi je le voyais en opposition, puis après quand il était au gouvernement, c'est un parlementaire très, très, très habile et très intelligent. Mais alors moi, je trouve qu'au Bloc, sincèrement, je trouve qu'il est encore meilleur. Ouais. Faut dire qu'il n'a pas la pression non plus d'aller chercher le pouvoir, puisque c'est un parti d'opposition par définition, le Bloc. Non, mais sérieusement, il est très habile. Puis, sais-tu quoi? C'était la meilleure façon pour lui que les conservateurs n'arrivent pas à lui coller l'étiquette qu'il est du côté de Trudeau. Parce que, tu sais, il y a une bataille conservateur-bloc au Québec, là, c'est une évidence. Et lui a trouvé la meilleure façon de dire, bon, ben regarde, moi, je vais éclaircir d'emblée les raisons pour lesquelles je peux maintenir en vie le gouvernement Trudeau ou, à l'inverse, voter contre c'est-à-dire voter en faveur d'une motion de défiance des conservateurs. Et je trouve que c'est très, très, très habile. Mais regarde la stratégie. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis. C'est sûr que lui, il veut gagner plus de sièges au Québec. Donc, ses adversaires sont les libéraux et les conservateurs qui mènent dans les sondages partout au Canada, sauf au Québec, mais qu'il y a de bonnes chances que les conservateurs fassent bien, surtout dans les régions autour de Québec, puis on en a déjà discuté. La stratégie qu'il est allé trouver, non seulement il se distancie des libéraux parce qu'il ne veut pas avoir cette étiquette-là que, comme tu as dit, je garde le gouvernement au pouvoir, ce qui peut venir me chercher durant les élections, mais en même temps, il se distancie des conservateurs parce qu'il ne veut pas perdre des sièges aux conservateurs. Donc, lui, les demandes qu'il fait, et c'est là où il faut éclairer un peu les choses parce que j'ai entendu plein de commentateurs, surtout dans les médias anglophones, que bon, voici le Bloc québécois va venir chercher de l'argent pour courir au Québec. C'est pas vrai. Et il a été très intelligent parce que les demandes qu'il fait sont bonnes pour tout le Canada. Pour tout le Canada. Il dit, gars, c'est bon pour nous, oui, je cache pas ça. C'est ça que je veux pour les Québécois, mais c'est bon pour le reste du Canada aussi. Donc, il se positionne de façon très, très, très intelligente que comment tu fais pour dire non à ça? Et en fait, il a fait un peu du Gilles Duceppe. Gilles Duceppe, là, c'était quelqu'un qui connaissait quand même assez bien le Canada anglais. Un indépendantiste, évidemment, etc. Tout le monde le connaît dans ce sens-là. Il connaissait bien le Canada anglais. Puis il savait que certaines demandes du Bloc étaient des demandes qui pouvaient faire du sens ailleurs au Canada, il appuyait là-dessus. Il disait, regardez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui se passe ailleurs au Canada, moi, je veux l'indépendance du Québec. Mais il se trouve que ça ferait l'affaire d'un peu tout le monde. Ensuite, bien sûr, George, c'est subjectif. Hein. On ne peut pas dire c'est bon pour tout le Canada, on le sait. Enfin, je veux dire, chacun a son opinion là-dessus. Je peux le penser, tu peux le penser, d'autres ne vont pas le penser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste le fait de ne pas avoir, de pas se mettre dans une position que moi, je m'occupe juste du Québec, puis je m'en fous de tout ce qu'il peut y avoir ailleurs. C'est sûr que c'est bien meilleur comme positionnement qu'on a eu l'habitude déjà d'entendre. Ouais. Mais autre chose, pourquoi je pense que c'est habile? Pas juste parce qu'on ne va pas lui coller l'étiquette d'avoir sauvé le gouvernement Trudeau, mais parce que il vient aussi démontrer au public, à la population, aux électeurs, que moi, c'est pas vrai que je vais prendre
des consignes de M. Legault qui Exact. me demande d'aller en élection, de voter contre, etc. Moi, M. Legault, c'est pas mon boss. Dans le fond, c'est ça que M. Blanchet dit. Je trouve ça, c'est très habile. Puis ensuite, il y a un autre élément. Et là, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus profond, un peu plus stratégique, et on le voit un peu moins. Mais tu sais, Yves-François Blanchet est très conscient des difficultés que le Bloc a connues dans le passé et des avancées majeures qui ont été faites depuis qu'il est chef. Mais il sait très bien que le Bloc est toujours un peu, peut rapidement se retrouver sur la défensive sur sa pertinence sur la scène fédérale et dans le fond, pourquoi on voterait Bloc, là, pour quelle raison. Puis lui, il veut rappeler aussi que le Bloc est là pour les intérêts du Québec, qui ne sont pas nécessairement juste des intérêts de souveraineté, même si assurément qu'il est souverainiste, il est probablement l'une des personnes engagées politiquement les plus souverainistes au Québec. Mais c'est aussi une façon de dire, regardez, moi, il y a des gains pour le Québec. Là, en l'occurrence, on parle des pensions pour les personnes âgées, etc. Tu sais, c'est une manière de dire, moi, je pense à d'autres choses qu'à la souveraineté. Et ça va parler à du monde qui ne sont pas nécessairement souverainistes. Exact. Mais qui pourrait se dire, on va voter Bloc aux prochaines élections. Il est allé trouver des choses qui affectent directement la qualité de vie, évidemment, des Québécois, mais du reste du Canada. Donc, juste pour spécifier, il y a deux demandes. Il y a une demande, c'est le projet de loi C-319, c'est sur la sécurité de vieillesse. Okay? Donc, il veut augmenter de 10 %. On parle d'une dépense gouvernementale de plus de 3 milliards de dollars. Au Canada. Au Canada, exactement. Donc, ça, c'est pour tous les retraités au-dessus de 65 ans. Et l'autre chose, c'est un Private Members Bill. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Là. C'est un projet de loi privé. Exactement. C'est le projet de loi C-282 sur la gestion de l'offre. Oui. Et là, il vient dire que nous, ce qu'on veut, c'est que l'industrie laitière, l'industrie aviaire et les œufs, je pense, qui soit exempté de toute négociation de libre-échange dans le futur. Oui. Donc, ça, il vient protéger des grandes industries, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Oui, partout au Canada, mais on va se le dire, au Québec, c'est majeur. C'est majeur. Je te rappelle qu'en 2017, si ma mémoire est bonne, il y avait eu la course à la chefferie conservatrice où tu avais eu d'un bord Maxime Bernier qui, lui, voulait absolument déchirer la gestion de l'offre. C'est un libertarien, donc lui, pour lui, c'est que tu te mêles pas de ça, là, dans le fond. Hein. Tu gères pas l'offre. Ça a mis fin à sa course. Ah, mais ça a mis fin. Attention, là. Attention. J'ai beaucoup de conservateurs. C'était très populaire. Ah, ouais. Mais Andrew Scheer, à l'époque, avait pris la position opposée. Et Andrew Scheer a gagné finalement contre Maxime Bernier. Comment je vais dire ça? Au Québec. Parce que, écoute, ils étaient allés faire à l'époque toutes les assemblées d'agriculteurs qui étaient sous gestion de l'offre et sont allés vendre des cartes de membres en centaines et en milliers. Puis attention, hein, il y a des lobbies des agriculteurs en gestion de l'offre qui ont beaucoup d'argent, qui ont payé des firmes de relations publiques, de lobbying, etc. pour essayer de lobbyer ça parce que ça pouvait faire très mal. Donc voilà. Alors oui, c'est assez habile parce qu'au Québec, la gestion de l'offre est très importante puisque l'agriculture est forcément très importante. Puis pas l'agriculture au sens large du terme parce que l'agriculture en Alberta est importante aussi. Mais le bœuf, c'est pas sous gestion de l'offre, par exemple. Par contre, le poulet, les œufs et le lait le sont. Et ça, c'est très important pour les agriculteurs et les fermes du Québec. Donc ça, comme tu as dit, ça donne au gouvernement presque un mois de passer ces projets de loi-là. Je ne veux pas précipiter, là, je ne veux pas me précipiter parce qu'on a déjà fait des fautes, là, mais j'ai comme la difficulté à croire que Justin Trudeau va pouvoir livrer la marchandise. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, comme tu avais dit, on risque très possiblement d'avoir des élections d'ici l'hiver qui s'en vient.
Écoute, je le pensais sincèrement. Je pense encore que c'est possible, mais je suis un peu moins catégorique. Ouais. Parce que, tu sais, oublie pas, hein, les partis d'opposition, pour déposer une motion de non-confiance, doivent avoir une journée de l'opposition. Ouais. Donc, Ben, c'est la semaine prochaine. Ça s'en vient, déjà. Il va y avoir une autre motion de censure, je pense. Oui, non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas tombé cette semaine. J'ai du mal à penser que ça tomberait la semaine non. prochaine. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, le gouvernement choisit quelles sont ses journées d'opposition. Mm-hmm. Et dépendamment de l'agenda, dépendamment des intérêts, dépendamment des échanges informels, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'échanges informels entre les partis. Tu sais, il y a beaucoup d'échanges informels. Mais là, c'est intéressant que tu dis ça parce que Yves-François Blanchet, hier, quand il a fait son annonce, là, les demandes qu'il voulait, il a dit qu'il n'a toujours pas eu une rencontre avec Justin Trudeau. Ils ne se sont pas parlé. Donc, moi, je trouve ça quand même étrange. Ouais, bon, en même temps, moi, quand je parle de rencontres informelles, je parle pas nécessairement behind des chefs. The scenes, là, ouais. C'est pas nécessairement des chefs. Hein, ouais, ça peut être, je sais pas moi, des députés qui sont en mission, ça peut être les leaders, ça peut les être... chefs de cabinet. Ça peut être, oui, ça peut être aussi des non-élus. Mais enfin, bref. Et honnêtement, c'est pas impossible que le gouvernement Trudeau soit en mesure de naviguer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'élection d'ici décembre et la fin de la session parlementaire d'automne, ce qui les emmènerait jusqu'au mois de février, je crois, fin janvier peut-être, fin janvier pour reprendre le Parlement et avoir des journées de l'opposition encore, etc. Fait que moi, j'ai comme plus l'impression qu'on s'en va plus vers le printemps. Mais en même temps, je peux me tromper parce que c'est un gouvernement qui pourrait tomber début novembre, c'est des élections juste avant Noël. Je sais que c'est pas très... excuse-moi le mot, mais c'est pas très sexy pour, pour les électeurs qui vont sans doute pas beaucoup aimer ça. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est aussi le jeu démocratique, le jeu parlementaire, puis c'est des choses qui peuvent arriver. Je remarque aussi, pour ceux qui nous suivent et qui ont suivi les derniers épisodes où on pensait franchement qu'il allait avoir dans ces demandes-là la question de l'immigration qui provient du Québec, on remarque que ça ne fait pas partie de ces demandes. Non, parce que c'est exactement ce que j'essayais de dire tantôt. Je l'ai un peu, c'était peut-être un peu trop, subtil, mais Yves-François Blanchet est en train de démontrer que son boss, son patron, c'est pas François Legault. Et bien que le chef du Parti québécois, je pense hier ou avant-hier, pas Saint-Pierre Plamondon, il a dit qu'il voudrait appuyer de la pression pour que le sujet de l'immigration soit un sujet important lors de la prochaine campagne fédérale. Absolument. Absolument. Mais je pense que de toute façon, c'est incontournable. Ouais. Je pense que ça va être incontournable. Ouais. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, je lui tire quand même mon chapeau aussi parce qu'il a quand même été assez habile. Il était en train de dire... On va y revenir. Regarde ça, on va parler un peu le provincial parce que la chicane, évidemment, continue, provincial, fédéral. Mais je veux juste rapidement parler parce qu'il y avait quand même cette semaine la visite du président de la République française, M. Macron. Et... il semble qu'on est dans une garderie là, au fédéral. Est-ce que tu m'as invité? Non, ils ne m'ont pas invité parce qu'on va noter ici que c'est à Montréal, évidemment. M. Legault, il n'a pas été hier, donc jeudi, à la réception officielle, au dîner officiel là, qu'ils ont fait. Puis là, tous les médias sont partis. Est-ce que vous aviez été invité? Est-ce qu'il l'a boudé? Qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a deux messages différents d'un côté et de l'autre. Là, mais... écoute, vas-y. Regarde, si on se fie un peu à ce qui est sorti dans les médias, etc., là, il semble évident qu'il y avait plusieurs ministres qui non seulement étaient invités, le ministre du gouvernement du Québec qui était invité, mais qu'il y avait même des confirmations de leur invitation. Puis ils se sont pas présentés. Puis George, c'est le président de la France.
C'est le pays C'est- avec lequel le Canada et le Québec ont des relations historiques. Et particulièrement le Québec, pour des raisons évidentes. Ouais, mais mettez de côté vos niaiseries. Là, franchement, c'est une question de respect. Puis, mais c'est ça. Mais c'est que, bon, ben, j'imagine que le premier ministre et son gouvernement ont décidé de ne pas y participer. Ils diront jamais on voulait bouder. Ouais. Mais ils ont boudé. Et pourquoi ils ont boudé? On le saura pas, mais si tu grattes un peu, eh ben, c'est parce que M. Trudeau a haussé le ton sur la question de l'immigration, où il considère que ce qui est dit par M. Legault et son gouvernement est pas juste, pas vrai, puis il voulait remettre un peu les points sur les i. Mais tu trouves pas ça un peu particulier que lors de cette réception-là, Justin Trudeau, il politise toute la question avec le Québec puis l'immigration? Hey, c'est pas le temps. T'as le président de la République française. C'est pas le temps de pointer le doigt à M. Legault pour dire que... Non, mais George, regarde, je m'excuse, on va peut-être pas être d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Sincèrement, là, pour le coup, pour ce dossier-là, j'ai plutôt l'impression que c'est M. Legault qui politise l'immigration. Puis, regarde, tu sais, il faut refaire un petit peu l'histoire. M. Legault, déjà en 2018, quand il est arrivé au pouvoir, lui, il disait on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Puis dans le on va en prendre moins, c'était on va en prendre moins de permanents, plus de temporaires. Et qu'avec les temporaires, on va être en mesure d'estimer s'ils méritent d'être permanents ou non par la suite, est-ce qu'ils vont apprendre le français ou non. Je te rappelle qu'il avait même parlé de passer un test de valeur et de français aux immigrants, puis dans le fond, là, s'ils ne le réussissent pas, ben, bon, il n'a jamais dit on va les retourner, mais c'est ça que ça voulait dire. En tout cas, ça, là, c'est en 2018. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas parce qu'on est 6 ans plus tard. Là, pour une raison, pour de multiples raisons, il y a effectivement énormément de temporaires au Québec, d'immigration temporaire. Je m'excuse, George. Il faut connaître un peu le système d'immigration. Le Québec choisit son immigration. Le Québec a choisi d'émettre des certificats d'acceptation du Québec à des étudiants internationaux. Le Québec a choisi d'émettre des certificats d'acceptation du Québec à des travailleurs temporaires. Ces gens-là ont été sélectionnés par le Québec. Quand ils ont ce certificat-là, ils se tournent vers le gouvernement fédéral pour avoir la résidence. Pour recevoir un permis, le permis de travail ou un permis d'études. Parce que ce sont des temporaires, ce n'est pas des résidents permanents. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le fait qu'il y en ait plus vient aussi du fait que le Québec en a émis. Donc, tu veux en avoir moins au Québec, t'en émets moins. Mais le gouvernement Legault en a émis plus. Il n'y a pas d'étudiants internationaux. Il n'y a pas de travailleurs temporaires qui vient directement au Québec sans avoir un certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, là, il faut arrêter de commencer à dire c'est la faute du fédéral, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. De commencer à dire que s'il y a trop de temporaires au Québec, c'est en raison du fédéral, c'est pas vrai. Je te rappelle aussi autre chose. Il y a des programmes qui poussent les gens à venir comme des temporaires plutôt que comme des permanents. Ceux d'étudiants internationaux mais aussi de travailleurs étrangers pour certains métiers dont on a besoin au Québec. Pourquoi les gens passent par là en se disant on va pouvoir potentiellement devenir permanent par la suite? Parce qu'on a crié sur tous les toits, à juste titre, à juste raison, je le crois que c'est une bonne chose, que la meilleure immigration qu'un pays, qu'une province peut avoir, c'est une immigration, par exemple, qui, d'une certaine manière, a été déjà, d'une certaine manière, intégrée au Québec. Donc, par exemple, un étudiant international qui arrive, qui va au cégep de Matane, qui va au cégep de Rimouski, ou qui va à l'Université Laval, ou à l'Université de Chicoutimi, ou même
je sais pas, à l'UQAM, ben, après avoir passé 3-4 années pour avoir son diplôme, ben, c'est quelqu'un qui connaît mieux le Québec. Souvent parle le français, plus souvent qu'autrement, s'il n'aurait pas étudié, ou il aurait appris le français pour étudier. Oui, il y a des universités anglophones, mais dans les universités anglophones, il y a aussi des francophones qui viennent, fait que c'est pas un enjeu, là. Ensuite, c'est des gens qui connaissent l'hiver, connaissent le fonctionnement, savent qu'il y a deux paliers de gouvernement et ils ont déjà été exposés à un certain nombre de choses. C'est pas des gens qui viennent découvrir tout d'un coup le Québec avec un visa ou une carte de résidence permanente là, directement. C'est ça la différence. Alors, oui, il y a des gens qui passent par là, mais encore une fois, c'est le Québec qui émet ces certificats d'acceptation là. Si le Québec en veut moins, puis c'est correct d'en vouloir moins. Je suis pas en train de dire que c'est grave. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose, mais si tu en veux moins, fais-le. Mais arrête de dire que c'est à cause du fédéral ou des choses comme ça. Ouais. Ensuite, je sais, George, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui nous écoutent qui connaissent un peu ça, l'immigration. Ensuite, je sais qu'il y a des cas de figure où c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que monsieur X ou madame Y qui décide de venir comme étudiant international ou qui a un métier qui est demandé au Québec pour lequel on donne un permis de travail temporaire, lorsqu'ils sont sélectionnés par le Québec, tu sélectionnes la personne. Puis il arrive par moment qu'il arrive avec un conjoint, une conjointe ou avec un ou deux enfants parce que oui, sais-tu quoi? C'est des êtres humains et ça se peut bien que les êtres humains qui viennent d'ailleurs aient des enfants. Et sais-tu quoi? Tant mieux s'ils ont des enfants parce que quand tu ramènes l'immigration, tu mises beaucoup sur les générations qui viennent, beaucoup plus facile à intégrer, beaucoup plus facile à apprendre le français, qui étudient ici, qui ont des diplômes d'ici, qui n'ont pas de misère sur le marché du travail, etc., etc., etc. Alors, je sais que je suis sorti un peu du bord politique, mais tout ça pour dire, non, M. Legault fait de la politique avec l'immigration. C'est pas M. Trudeau pour le coup, là. Et moi, je pense que M. Trudeau a bien fait de mettre son pied à terre. Sais-tu quoi? Ça a froissé M. Legault. Il a décidé de ne pas aller au souper là, avec M. Macron, président de la France, comme si M. Macron venait toutes les 2 semaines ici, là. Ben, regarde, so be it. Mais attends, M. Legault, il va pas. Prétexte que parce qu'il voyage justement au sommet de la francophonie dans 2 jours, puis qu'il veut pas être trop fatigué. Hey, j'ai jamais entendu une excuse aussi limite, je veux dire. Tu sais, OK, M. Legault pouvait pas venir. Admettons. Pour un souper avec le président de la France. Disons qu'il peut pas, là. Regarde, il y avait mieux à faire. Mais il s'est rendu au Québec, anyway, non? Mais à Montréal, bien sûr. Tous les autres ministres du gouvernement, il y en a combien? 28, 30 des ministres? Il n'y a pas un. Pas un? Ouais. Pas un. Écoute, je m'excuse. J'ai été au gouvernement, j'ai été dans des cabinets, j'ai été conseiller j'ai travaillé ce genre de choses-là, pas nécessairement dans des soupers avec M. Macron ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été mêlé à ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que des appels qu'on reçoit pour dire « Hey, tel ministre ne peut pas aller là. Est-ce que tel autre ministre peut y aller? Est-ce que tu peux déploguer ça? Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu peux représenter X, Y, Z? » Oui, tu peux. Oh non, oui. Ils ont dessiné un grand X là-dessus, puis on dit « Gang. » Puis je veux dire, président de la France, là, c'est une priorité. Mais non, je comprends. Puis c'est surtout ce qu'on disait, tu sais, les relations entre Québec et France. Tu peux pas négliger une affaire de même. Puis sais-tu quoi? Tu veux que j'aille un peu plus loin? Excuse-moi, là, puisque tu m'as starté là-dessus. Tu sais, tu me dis, on disait qui des deux fait de la politique avec l'immigration. Ben moi, je vais te lire un truc. Une citation. Ouais. Citation. C'est M. Legault qui s'adresse à M. Emmanuel Macron, président de la République française, durant le point de presse. D'abord, il le tutoie. Alors, c'est bon, ça. Non, mais qui le tutoie en privé. Ouais, c'est une chose. Mais quand tu es en public devant les médias, tu tutoies pas parce que tu t'adresses plus à Emmanuel, ton ami. Tu t'adresses à M. Macron, président de la France, au nom de la nation québécoise. Enfin bref, ça, à la limite, c'est un détail. Mais je t'entendais dire quelque chose ce matin. Tu disais, les Français se sentent bousculés par l'immigration. C'est le même sentiment ici, au Québec. J'aimerais discuter de notre approche avec les demandeurs d'asile.
on souhaite tous accueillir le maximum de personnes possible, mais on souhaite aussi protéger notre langue. Donc, on va avoir de bonnes discussions, on va parler un petit peu d'économie. Bon, déjà, on vient de parler d'immigration, on passe à l'économie, mais regarde, je vais juste te dire une affaire, je m'excuse. La situation de l'immigration en France et au Québec, ça n'a rien à voir. Alors là, je m'excuse, là, ça, regarde, je ne veux pas qualifier ça, mais ça n'a rien à voir entre ce qui se passe en Europe d'une manière générale, en France en particulier, et le Québec, pour des raisons géographiques, pour des raisons historiques, pour des raisons sociétales, ça n'a rien à voir. Puis de dire que je vais parler avec le président de la France, de nos demandeurs d'asile ici, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent là-bas, parce que nous, on a eu le chômage Roxham, etc., exact. Une réalité où ça passait par un tiers pays sûr, qui sont les États-Unis, qui sont nos voisins, à cause d'une crise en Haïti, puis que ça s'en rendait là. Ça n'a rien à voir. Mais excuse-moi, rien à voir. Puis en passant, s'il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a une relation, là, qu'il me l'explique, parce que il n'y a personne de sérieux là, qui pense qu'il y a une relation entre l'immigration en France, l'immigration ici. Là-bas, il y a beaucoup de problèmes qui sont sociaux, qui sont d'ailleurs des problèmes français, ce pas des problèmes d'immigration, c'est français au général. Là, je m'excuse, j'ai eu une éducation française, puis je peux me permettre de le dire. Disons que c'est pas le pays le plus ouvert sur ces questions-là. Ouais. Malgré ce qu'on peut penser, malgré ce qu'ils disent, puis malgré tout. Alors ici, on est infiniment meilleur que la France dans la gestion de la diversité, parce qu'on a des approches de liberté qui sont bien meilleures, et c'est la raison pour laquelle même des Français décident de s'installer au Québec et sont très heureux. Mais je ne vois pas la relation et la nécessité d'importer des problèmes franco-français qui n'ont rien à voir avec ceux du Québec. Ouais. Non, je te comprends. Puis il essaie de faire du terrain là-dessus. Mais venons justement au Québec, parce que la semaine passée, puis on l'a discuté sur le dernier épisode, M. Legault, il faisait de la pression à Paul Saint-Pierre Plamondon de convaincre son camarade au fédéral, c'est-à-dire Yves-François Blanchet du Bloc, à voter en faveur à la motion des conservateurs pour faire tomber le gouvernement. Puis là, le chaos est venu au Québec. Qu'est-ce que fait le premier ministre du Québec à vouloir s'engager ou créer une élection fédérale? On a eu cette discussion-là. Puis cette semaine, à l'Assemblée nationale du Québec, ça a chauffé pas mal. Puis j'ai l'impression que ceux qui en ont profité le plus, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, chez Québec solidaire, et les 2 dernières journées, Paul Saint-Pierre Plamondon. Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est levé en chambre, puis qui a demandé des explications à M. Legault, à savoir pourquoi qu'il veut appuyer Pierre Poilievre. C'est l'individu que dans sa carrière politique, il a voté 4 fois contre le droit à l'avortement, puis plein d'arguments. Il a été très habile, je trouve, Gabriel Nadeau-Dubois en chambre. Il a mis beaucoup de pression à M. Legault, au point où M. Legault s'est retourné, je pense qu'il a compris un peu son erreur, puis on ne va pas se le cacher là. Ce qu'il a fait, il a appuyé à 100% Pierre Poilievre. On ne va pas se le cacher. Et c'est pas la première fois. Mais non, c'est pas la première fois. Puis là, il est sorti, il a essayé de patcher ça un peu, puis il a dit non, moi, je n'appuie aucun parti au fédéral. C'est juste pour dire qu'on a un problème d'immigration. Puis M. Justin Trudeau, il n'a rien fait pour nous faciliter. C'est pas vrai. Tu as dit, je veux que le gouvernement tombe. OK, donc si tu veux que le gouvernement tombe, ça veut dire que tu veux pas les libéraux. C'est logique. Donc, si tu vois qu'il y a le Bloc québécois, le NPD qui appuie le gouvernement, ben, le seul autre choix qui reste, ben, c'est le conservateur. Donc, c'est sûr et certain que tu appuies le conservateur. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment, il y a eu aussi sa pression parce qu'ils ont dit, garde, pourquoi tu appuies le Bloc? Pourquoi vous appuyez? Pourquoi il y a une relation? Écoute, on n'est pas stupide, là, on le comprend. Le Bloc puis le Parti québécois, depuis toujours, il y a une entraide. C'est normal, ils ont une ambition similaire, ils ont une vision similaire.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé de Paul Saint-Pierre Plamondon en conférence de presse, il a dit, écoutez, parfait, OK, vous me critiquez d'appuyer le bloc. Pas de problème. Que M. Legault demande à Pierre Poilievre de lui donner un engagement ferme qui lui donnerait les pleins pouvoirs en immigration, puis moi, je veux changer d'avis, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé ça tellement habile parce que, disons la vérité, là, M. Legault est sorti indirectement pour appuyer le conservateur, mais quand tu regardes en papier, qu'est-ce que les conservateurs te donnent à toi? C'est pas plus. Je sais pas si tu te souviens, mais la semaine passée, on en a parlé un petit peu de ça, puis je t'avais dit, de toutes les manières, quand bien même M. Poilievre devenait premier ministre demain matin, moi, je suis absolument convaincu qu'il n'obtiendra pas ce que c'est-à-dire que M. Legault n'obtiendra pas ce qu'il veut de M. Poilievre. Ouais. Je suis convaincu de ça. Je suis absolument convaincu de ça. Puis de toute façon, regarde, l'avenir nous le dira, parce que, en tout cas, si les sondages se concrétisent, éventuellement, M. Poilievre sera premier ministre, puis tu verras que ça n'arrivera pas. Cette demande-ci en immigration n'arrivera pas. Et oui, alors, c'est très habile, tu as tout à fait raison, très habile de la part de M. Saint-Pierre Plamondon, d'avoir dit, mais regarde, tu veux aller en élection là-dessus? Fine, bonne idée, mais avant de dire, je veux la peau du gouvernement, peux-tu t'attacher avec les autres partis, comme quoi leur position, c'est qu'il faut donner au Québec ces pouvoirs additionnels-là en immigration? Donc, quelque part, c'est un très bon coup, moi, je pense, de M. Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il est quasiment en train de démontrer qu'il est plus habile à défendre les intérêts du Québec que M. Legault. Exact. Puis, tu sais... mais c'est pas juste ça, Salim. Non seulement il est en train de faire ça, de démontrer que moi, le chef du Parti québécois, les intérêts du Québec, on les a plus à cœur que M. Legault, comme tu as dit, mais en même temps, il aide le Bloc au fédéral parce que s'il y a une élection fédérale prochainement, là, et que les électeurs du Québec vont regarder c'est qui a mes intérêts à cœur, avec ce qu'il a fait, il expose le fait que les conservateurs à Ottawa s'en foutent des Québécois, donc ça met M. Poilievre dans le trouble. C'est un très bon point, effectivement, parce qu'effectivement, il fait d'une pierre plusieurs coups. Je parle de M. Saint-Pierre Plamondon, puisque il donne un coup de main indirect à ses amis du Bloc québécois, ses alliés du Bloc québécois, parce qu'effectivement, en mettant M. Legault et M. Poilievre dos à dos, c'est sûr que ce serait, s'il y avait quelqu'un qui pouvait en bénéficier, ce serait M. Blanchet et le Bloc québécois. Ça, c'est sûr, c'est très habile. Bon, Ensuite, sur cette question de l'immigration, je vais juste te dire une affaire, là. Il faut pas... Tu sais, on est en train de demander au fédéral des pouvoirs qui relèvent de sa juridiction. Tu vas me dire, c'est déjà arrivé, je l'ai dit sur le podcast la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne me souviens pas. Oui, le Québec a des pouvoirs des gens d'immigration que les autres provinces n'ont pas, qui datent de 91. Je suis bien conscient de ça. Mais là, on est en train de demander au fédéral de céder des pouvoirs qui relèvent de son champ de compétences. Au même moment où le Québec demande au gouvernement fédéral de ne pas se mêler de ses champs de compétences. Donc, tu sais, ça prend de la cohérence. Et le Bloc québécois et le Parti québécois pourraient profiter de cette incohérence-là pour dire à M. Legault et de dire plus largement à l'électorat québécois, vous voyez, ce pays-là ne marche pas. Va falloir en sortir, faisons notre pays. C'est ça. Alors, moi, évidemment, tu comprendras que moi, je pars sur un autre principe. Moi, je suis fédéraliste et je ne suis pas le seul, évidemment, fédéraliste. Mais c'est quoi être fédéraliste? Être fédéraliste, ça ne veut pas dire être contre le Québec ou contre la souveraineté seulement. C'est pas ça que ça veut dire. Fédéraliste, c'est être favorable à un mécanisme qui permet au Québec d'utiliser tous les atouts
de la fédération pour se retrouver plus fort. Donc, si ça prend que le gouvernement fédéral fasse sa job, que le gouvernement provincial fasse sa job, et que tout le monde fait sa job comme il le faut, puis qu'ils discutent entre eux de temps en temps, puis qu'ils se bousculent entre eux, puis qu'ils se chicanent un peu entre eux, mais au final, que le Québécois puisse sortir gagnant de ça, be my guest, c'est exactement ce que je veux. Mais c'est intéressant que tu amènes la question de la souveraineté. J'écoutais cette semaine le balado de Peter Mansbridge. Peter Mansbridge, c'est l'ancien journaliste de la CBC qui fait des segments avec James Moore, l'ancien ministre conservateur sous le gouvernement de Harper, et Jerry Butts, l'ancien conseiller spécial de Justin Trudeau. Puis dans cet épisode-là, je pense que c'était cette semaine, Jerry Butts, l'ancien conseiller spécial de Justin Trudeau, son analyse à lui, il disait que ça ne l'étonnerait pas plus tôt que plus tard, il y aurait une possibilité de voir cet engouement de souveraineté rebondir. Lui, il disait qu'il est presque sûr et certain que dans pas si longtemps ça, il y aurait un autre référendum au Québec. Et je sais pas qu'est-ce que tu penses, toi? Tu vas faire plaisir à beaucoup de nos auditeurs parce que, et puis d'ailleurs, on les remercie parce que tout en sachant que nous sommes fédéralistes, toi et moi, on a beaucoup d'auditeurs qui sont souverainistes, mais je pense qu'ils apprécient le fait qu'on est capable aussi d'avoir certaines critiques et certaines choses, puis d'être aussi réaliste par rapport à ce qui peut se passer. Tu sais, à la question de est-ce qu'il pourrait y avoir un autre référendum au Québec, ben, pourquoi il ne pourrait pas y en avoir un? Imagine, Salim, avec les chiffres qu'on a en ce moment, okay, si on va en élection fédérale, dans les prochains mois, là, disons avant l'hiver ou même en début de l'année prochaine, il y a une grande possibilité que le Bloc québécois rentre en opposition officielle. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a un cas de figure dans lequel le Bloc québécois pourrait se retrouver opposition officielle, chose qu'on a déjà vue dans l'histoire avec Lucien Bouchard dans le temps. Effectivement, mais je vais juste te dire une affaire. Être Bloc québécois, opposition officielle, ça t'offrira pas un référendum au Québec. Ça prend un gouvernement souverainiste et un souverainiste qui est prêt à le faire demain matin, son référendum. Là, puis celui qui dit ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Il se trouve qu'il est en tête des sondages. Exact. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y en avoir. Je ne te dis pas qu'il va y en avoir. Je ne te dis pas que je le souhaite non plus. Mais je te dis, il pourrait y en avoir. Alors, tu sais, Monsieur Saint-Pierre Plamondon arrive premier ministre, admettons. Je te dirais un premier ministre majoritaire, parce qu'en minoritaire, ça va être un peu compliqué d'imaginer un référendum. Avec un bloc fort à Ottawa. Ces deux partis-là ont toujours su s'alimenter les uns les autres, notamment en échangeant leurs bénévoles, mais aussi leur staff, ce qui n'est pas nécessairement permis, mais enfin bref, ils le font. On sait comment ça marche, on sait comment ça marche, ça devrait pas marcher comme ça. Mais Salim, après 5 heures ou 6 heures, t'es libre à faire ce que tu veux. Et après 5 heures, 6 heures. Non, mais regarde, puis je veux pas faire de procès d'intention quelconque, là. Il y en a d'autres qui vont te dire, il y a bien des fédéralistes à Québec et à Ottawa qui se donnent des coups de main. Ça doit exister aussi. Ça, voilà, c'est possible. Moi, la beauté de la chose, c'est que moi, je n'ai jamais été impliqué vraiment au fédéral, parce que je suis un orphelin au fédéral. C'est difficile de dire. Est-ce que je suis libéral? Est-ce que je suis conservateur? Il y a peut-être des gens qui ont décelé chez moi que j'étais plus conservateur, d'autres plus fédéral, plus libéral. Mais écoute. Mais clairement, avec un bloc qui serait, admettons, assez fort, attention, admettons, avec un gouvernement poilièvre dans lequel... Super majoritaire, dans lequel il aurait peu de députés du Québec. Parce que ça aussi, on l'oublie, mais depuis la fusion du Parti progressiste conservateur avec l'Alliance canadienne en 2003, à toutes les élections qui se sont succédées, le maximum, le plus grand nombre de députés que les conservateurs ont pu avoir au Québec, c'est 12. Et si ma mémoire est bonne, c'était en 2008. Ou en 2006, je ne me souviens plus. Bref, 2006 ou 2008, l'une des deux premières élections de Stephen Harper.
ils n'ont jamais été en mesure de briser ce plafond de verre. Donc, admettons, il reste à 10. Là. En ce moment, ils sont 10. Ben, ils sont 9 parce que Alain Reyes est indépendant, mais admettons, ils arrivent à faire élire 10. Avec une super majorité ailleurs au Canada. Avec un bloc québécois très fort. Avec Paul Saint-Pierre Plamondon comme premier ministre du Québec, majoritaire. Avec des pouvoirs en immigration qu'ils vont demander, qu'ils ne vont pas obtenir. Avec une contestation de la loi 21 auprès de la Cour suprême. Et on ne sait pas comment ça va sortir. Je ne dis pas qu'ils vont nécessairement avoir tort, mais enfin bref, c'est ça. Et j'en passe. Dire, les astres sont alignés. Pourquoi on ne ferait pas un référendum? Ce serait l'idéal. Puis mettre en place un référendum. Puis ensuite, c'est une campagne référendaire. Tu as environ 9 millions de Québécois, mais ce n'est pas les 9 millions qui votent, parce qu'oublie pas que tout le monde n'a pas le droit de vote pour diverses raisons, notamment parce que tu n'as pas atteint la majorité, et d'autres parce qu'ils ne sont pas citoyens aussi du Canadien, du Québec. Et donc, sur les quelques millions qui vont voter, il va falloir qu'il y ait 50% plus 1 qui décident de se séparer. Mais c'est pas juste ça aussi, Salim, c'est qu'on rentre aussi dans un territoire où même les partis fédéralistes sont en chicane. Moi, je me rappelle le référendum de 95. J'avais jamais vu une alliance de même entre conservateurs, libéraux, name it. Il y avait une armée de fédéralistes qui sont venus se battre au Québec. Je suis pas convaincu que ça va exister, ça. Mais alors, justement, c'est très bon ce que tu dis. C'est vraiment hyper intéressant parce que on va faire un petit peu d'histoire. Le Parti libéral du Québec, donc au-delà du fait que c'est un parti qui adhère à la philosophie libérale, c'est un parti qui se dit fédéraliste. Le Parti libéral du Québec a toujours été la maison, si tu veux, des fédéralistes. De ceux qui croient en un Québec fort à l'intérieur du Canada, à l'intérieur d'une fédération, et ceux qui croient que ce pays a été, bâti par 2 peuples fondateurs. On pourrait dire 3 avec les Autochtones, bien sûr. Et qui croit qu'il y a des avantages extraordinaires à faire partie de cette fédération. Ne serait-ce que, regarde, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui n'aiment pas M. Trudeau. Mais on peut enlever le fait qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. M. Trudeau est un Québécois. Quand il est au G7, et lui, c'est le doyen du G7 en ce moment, là, c'est un Québécois qui est autour de la table du G7. Ça n'arriverait pas dans un Québec indépendant. Ouais. Des deals économiques énormes que le Canada peut faire et signer, là. Et c'est pas ne pas avoir confiance dans le Québec qu'on dit ça. Moi, ce que je dis, c'est que le Québec doit être la locomotive de cet ensemble-là. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Madame Joly, qui est québécoise aussi, ministre des Affaires étrangères, elle sillonne le Québec, elle sillonne la planète partout et va partout. On est capable aussi de nous faire entendre. C'est pas vrai. Alors oui, parfois on a besoin d'exister sans le reste du pays parce qu'on est une société distincte, on est une société francophone, on a notre culture, on a notre langue. Mais tout à fait, mais absolument. Il n'y a personne qui veut nier ça ou qui veut renier ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est un premier ministre fédéraliste, Jean Charest, qui a été le plus actif sur la scène internationale de tous les premiers ministres du Québec qu'on a pu avoir. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que tu ramènes cette question-là de la souveraineté. Mais c'est aussi le climat des partis fédéralistes qui n'est pas le même. C'est là le point d'interrogation. Mais sais-tu quoi, je vais te dire? Moi, je crois que ce qui a affaibli les fédéralistes, c'est la CAQ.
Et bizarrement, en ce moment, à la CAQ, les gens qui votent là, c'est pas des gens qui voteraient pour un Québec indépendant demain matin. Ouais. Ça a été le cas en 2018, en 2022, mais aujourd'hui, dans les sondages, on voit que le monde, que les souverainistes sont repartis vers le PQ. Donc, il reste des gens qui sont contre la souveraineté, qui sont à la CAQ en ce moment. Nationalistes, certes, mais contre la souveraineté. C'est des gens qui votaient pour le PLQ avant, pour le Parti libéral du Québec. Ouais. Des nationalistes non sécessionnistes, des nationalistes fédéralistes. Oui, ça existe. Ça, je sais que ça embête beaucoup de gens quand on le dit, mais c'est vrai, ça existe, c'est le cas. Mais avec la CAQ, en ayant brisé un petit peu cette bipolarisation de la politique québécoise entre fédéralistes et souverainistes, c'est sûr que c'est surtout les fédéralistes qui en ont pâti. Et peut-être qu'à un moment donné, ils reviendront vers le Parti libéral du Québec. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chefferie pour ça, je crois. Ça va être intéressant à voir les développements les prochaines semaines et évidemment, on sera ici pour continuer d'en parler. Donc, continuez à nous suivre, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, envoyez-nous vos commentaires, on les lit. Si vous voulez écrire quelque chose de plus long, là, on a aussi une adresse courriel, on ne la plug jamais ça. Je pense que c'est baladopolitique@gmail.com. Baladopolitique@gmail.com, je pense. Je pense que c'est ça. Donc, envoyez-nous un courriel si vous voulez nous écrire un texte un peu plus long. Ou sur Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes. Instagram, n'importe où, dans les commentaires de nos épisodes YouTube. Allez nous suivre sur toutes les plateformes audio. Apple, Spotify, l'autre c'est Amazon. Puis, encore une fois, on va plugger notre magasin. Allez-y voir nos petits trucs. Là, si vous aimez quelque chose, aidez-nous, achetez-en. C'est ça, les amis. On vous voit encore la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, bye.